Bonjour et bienvenue au premier événement du MCC national en collaboration avec la section régionale du Liège. En raison de la pandémie du coronavirus, nous allons débattre avec les invités et les animateurs en vidéoconférence. Et merci à tous les internautes qui nous suivent sur Facebook. Au MCC, le débat citoyen est un principe fondamental. Depuis 22 ans d'existence, le MCC organise des débats thématiques de qualité en invitant des spécialistes. Le MCC a donc prévu de réaliser 5 ou 6 événements similaires par an, avec à chaque fois le concours d'une section régionale différente. Mais pour commencer, présentons en quelques mots le MCC. Le MCC est une composante du MR qui dispose de ses propres structures et d'une certaine liberté d'expression. On peut même dire que c'est le courant chaud du MR. Le MCC est un mouvement citoyen. Il tient compte de la personne humaine, de la vie en société, de la vie associative et de notre environnement. Le MCC est présent en Wallonie et à Bruxelles, où il dispose de sections locales. Le MCC est l'aile centriste du mouvement réformateur. Il contribue ainsi à sa pluralité. Aujourd'hui, nous allons parler des évolutions et perspectives en matière d'énergie. Les questions énergétiques concernent notre confort de vie, notre sécurité d'approvisionnement, notre pouvoir d'achat et notre compétitivité. Il y a donc des enjeux sociaux, économiques et environnementaux majeurs. C'est clairement une question de développement durable qui est une priorité pour notre mouvement. La Belgique est une terre d'innovation et la transition énergétique en a besoin. Mais nous n'avons malheureusement pas l'espace disponible pour envisager une totale autonomie rien qu'avec des énergies renouvelables, à court ou à moyen terme. Il faut aussi tenir compte des progrès technologiques à venir, tant pour la production d'énergie qu'en matière de transformation et de stockage d'énergie. Et si on s'y mettait tous, ensemble, citoyens, entreprises, pouvoirs publics, nous pourrons accomplir de petites et de grandes actions qui nous feront progresser ensemble vers une transition énergétique. Nous allons tout d'abord parler des objectifs énergétiques européens à l'horizon 2030 et 2050 avec Domenico Rossetti et Georges Van Gouthem. Nous allons ensuite parler des projets de l'Université de Liège et de la situation énergétique belge dans les prochaines années avec Damien Ernst, ingénieur et spécialiste en questions énergétiques. Puis nous passerons en revue les aides régionales wallonnes pour les investissements qui sont en faveur de l'utilisation durable de l'énergie des entreprises. Je vous invite dès lors à suivre Madame Ingrid Thierry du SVOE Économie. Nous terminerons les présentations par celle d'une entreprise bien connue du secteur de l'énergie, la société Engie. Merci pour votre attention et bonne conférence. Alors, bonjour à tous, chers amis animateurs, membres adhérents du MCC. Bonjour à mon président du Parlement des animateurs, Xavier, mon secrétaire politique, Domenico, tous les membres de l'exécutif et encore bravo pour cette présentation pleine d'idéal et aussi qui décline les thèmes que nous allons aborder ce matin. Alors, construire ensemble, vivre librement ensemble, créer, faire confiance pour un avenir meilleur pour chacun. Voilà l'objectif. Et l'objectif précis de ce jour, c'est de réfléchir à un avenir meilleur en ce qui concerne la production d'énergie, la consommation d'énergie et surtout la protection de notre environnement, à savoir la transition énergétique pour pouvoir produire et consommer de l'énergie en diminuant les gaz à effet de serre. Je passe la parole à Xavier, le président du Parlement des animateurs, pour introduire nos premiers invités. Bonjour à tous. Le programme de cette première réunion du MCC de cette année 2021 est chargé. L'énergie est un sujet tellement vaste et important qu'on pourrait en parler pendant des heures. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Domenico Rossetti et Georges Van Gouthem, mais auparavant, quelques consignes pour ce premier exposé. N'intervenez pas pendant la présentation. Posez vos questions via les commentaires Zoom ou Facebook, nous les relayerons. Domenico, Georges, parlez-nous d'Europe, c'est à vous.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Fernand, pour cette excellente initiative de parler des questions d'énergie, d'évolution et de perspective. Donc, c'est un petit peu un bain dans le présent, mais aussi dans le futur, que Georges Van Gouthem et moi allons essayer de vous présenter en une dizaine de minutes. Le premier transparent, Anne-Marie, si tu peux, c'est un transparent qui montre la consommation énergétique brute dans l'Union européenne. Près de 1500 millions de tonnes équivalent pétrole. Et ce que vous voyez immédiatement, c'est que dans ce fromage, le côté orange, bleu clair et rouge, ce sont les combustibles fossiles. Aujourd'hui, en Europe, 70% de la consommation énergétique provient des combustibles fossiles. Pétrole, c'est l'essence et le diesel pour nos voitures, le gaz naturel pour chauffer nos maisons et pour la production d'électricité, et le charbon qui est encore utilisé dans pas mal de pays pour la production d'électricité et la production d'acier notamment. Donc, le défi principal que vous voyez au slide suivant, merci Anne-Marie, c'est d'atteindre la neutralité carbone. On sait tous les impacts du changement climatique, la volonté politique tant internationale qu'européenne et belge afin de réduire les gaz à effet de serre. Des objectifs ambitieux pour l'Europe, 40% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, avec la présidente von der Leyen qui est très ambitieuse avec le pacte vert, voudrait même atteindre 55% de réduction de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Objectif, comme Georges vous le montrera tout à l'heure, qui est un objectif ambitieux et difficile à atteindre. Ensuite, un objectif aussi d'amélioration de l'efficacité énergétique. Comment faire des économies d'énergie, comment améliorer l'efficacité énergétique en Europe. Et enfin, la part des énergies renouvelables, dont le pourcentage doit fortement augmenter à l'horizon 2030. Nous avons aussi pour cela des plans nationaux qui nous permettent d'atteindre ces objectifs environnementaux, climatiques, efficacité énergétique et renouvelables. Transparent suivant, s'il te plaît. Quand on parle de décarbonisation, qu'est-ce que cela signifie? Bien sûr, c'est la lutte contre les changements climatiques, mais il y a aussi 4 autres points sur lesquels je voudrais insister. Quand on parle de décarbonisation, ça veut dire aussi beaucoup plus d'électricité. Si vous prenez une chambre moyenne de vos parents, il y avait probablement une prise de courant. Aujourd'hui, dans toutes les maisons modernes, vous avez 4 ou 6 prises de courant. Et cette augmentation de l'électricité est si forte que l'augmentation va de plus 35% à plus 150% en 2050 selon les différents scénarios. Et on pense que l'électricité sera de plus en plus utilisée pour le transport, pensez aux voitures électriques, aussi éventuellement le chauffage et les procédés industriels. La décarbonisation signifie aussi une meilleure sécurité d'approvisionnement, réduction des importations énergétiques de pays tiers. Et ce ne sont pas toujours des pays avec qui on partage le mode de gouvernance ou le mode de démocratie. Troisième point, cette décarbonisation s'accompagne aussi d'une santé publique améliorée. Moins de combustibles fossiles signifie aussi une meilleure santé parce qu'il y a moins de polluants et moins de particules fines. Et enfin, pour nos portefeuilles, c'est important, la facture énergétique de l'Union européenne, si notamment on augmente les renouvelables et si on garde une part de nucléaire importante, cette part de facture énergétique que l'on paye aux pays tiers pour le pétrole, pour le gaz ou le charbon, va réduire. Le slide suivant, vous voyez les différents scénarios. Merci Anne-Marie. Il ne passe pas. Donc, dans le slide suivant, on voit les différents scénarios à l'horizon 2050. Mais attends, je n'y arrive pas. Non, mais je peux continuer, tu sais, Marie. C'est simplement pour vous dire que dans les scénarios, voilà, la part d'énergie renouvelable, donc ce que vous voyez en vert, dans tous les cas, la part des renouvelables va très fortement augmenter, même dans la troisième colonne, dans le cas de référence, dans une baseline, vous voyez que les renouvelables atteignent près de 40%. Et dans les scénarios encore plus ambitieux, on arrive jusqu'à pratiquement 60% d'énergie renouvelable dans la consommation d'énergie. Vous voyez aussi en jaune, et j'insiste là-dessus pour notre motion d'après le débat, nous avons les renouvelables en vert et vous avez la partie en jaune, le nucléaire, dont on parle beaucoup. Et vous voyez que dans des scénarios ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre, le nucléaire aura tendance à augmenter à l'horizon 2050. Merci beaucoup Anne-Marie. Je cède la parole à Georges pour les transparents qui suivent. Merci. Oui, merci Domenico. Donc, on va parler du mix énergétique en général, c'est-à-dire les 3 sources d'énergie primaires que la nature nous a données, plus ou moins généreusement, renouvelables,
fossile et nucléaire et voir comment optimiser tout ça. La suivante. Donc, le citoyen aujourd'hui, voilà comment il se comporte. Il veut tout et son contraire. Il veut des coûts minimaux, des prix stables, compétitivité, pas de nucléaire, pas dans mon jardin, indépendance énergétique, bas carbone et garantie d'approvisionnement d'énergie. C'est donc une équation à 8 inconnus, si vous voulez, c'est absolument impossible à résoudre. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup les politiciens, soit dit au passage, qui essayent de résoudre cette équation quasi impossible. Nous devons absolument devenir raisonnables et réfléchir au mix énergétique. La suivante. Suivante, s'il vous plaît. Oui. Donc, l'histoire de l'Europe est basée sur l'énergie. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. 1952, le traité CECA, charbon et acier. Juste après la guerre, juste après des millions de morts, les deux pays anciennement ennemis se mettent d'accord sur l'énergie. Remarquable. Autre grand pas en avant pour l'Europe, 1957. Traité du marché commun, bien entendu, mais également traité Euratom. Donc, de nouveau, l'énergie, le nucléaire en particulier, à l'origine de l'Europe. Aujourd'hui, 2019, le pacte vert, de nouveau un grand pas en avant autour de l'énergie. L'énergie est absolument centrale en Europe. Suivant. Consommation d'énergie dans nos pays à nous, c'est absolument colossal. On ne se rend pas compte, il faut lire les chiffres pour réaliser ce dont on aura besoin aujourd'hui, demain et encore plus après-demain. Il y a des faits et des chiffres, facts and figures, qui sont absolument indispensables à lire et à comprendre avant d'imaginer tout scénario énergétique du futur. Suivante. Les renouvelables, en un mot, ils sont magnifiques, ils nous ont été offerts par la nature, merci la nature, mais trois problèmes, ils sont intermittents, imprédictibles et non pilotables. C'est peut-être même le principal, non pilotable. On dépend de la météo pour ce type de source d'énergie. Les éoliennes en particulier, très belle invention, elles deviennent gigantesques, presque aussi grandes que la Tour Eiffel, celle en mer bien entendu, pas sur terre. Les panneaux solaires, la même chose, de beaux progrès intéressants, mais je répète, trois inconvénients que j'ai déjà cités. Suivant. Ça résume peut-être toute la problématique de l'alliance des renouvelables et des fossiles et du nucléaire. C'est le taux de charge. Depuis 2012, vous voyez sur cette figure le taux de charge des différentes sources d'énergie. Le nucléaire, 84% disponible, c'est-à-dire quasi toute l'année, 8 000 heures par an. Le solaire et l'éolien, beaucoup moins. Là, on tourne autour de 25 à 40% maximum. Donc, tout le défi pour les énergéticiens, c'est de mettre ensemble des énergies intermittentes et des énergies continues. Pourquoi? C'est un défi parce que ça, c'est la base de la stabilité du réseau électrique. Un réseau électrique, par définition, par les lois de la physique, tourne par exemple à 50 Hz et donc doit avoir ce qu'on appelle une inertie rotationnelle très très solide pour garantir cette fréquence en continu. Gros défi avec d'un côté les énergies de flux, les renouvelables, et de l'autre côté les énergies de stock, le nucléaire et les fossiles. Suivante. Voilà par exemple ce qu'on peut faire avec des énergies renouvelables, en particulier tout ce qu'on appelle les E-combustibles, E pour électrique. Il y a un choix énorme, en particulier l'hydrogène. Le grand rêve d'aujourd'hui, c'est l'hydrogène. On peut le fabriquer, bien entendu, avec des renouvelables. On peut tout aussi bien le fabriquer avec des énergies pilotables, comme je l'ai déjà dit, le nucléaire en particulier, surtout génération 4, et les fossiles. Donc, il y a là un défi énorme pour les énergéticiens, pour les techniciens, si vous voulez, repenser la chaîne de valeur pour ces combustibles-là qui sont indispensables dans notre industrie et dans notre vie quotidienne. Suivante. Voilà, de nouveau, en un mot, les énergies de stock, c'est-à-dire fossiles et nucléaires. On va puiser dans les stocks de la Terre, ils sont là depuis des millions d'années. Deux inconvénients, de nouveau, réserve limitée dans le temps et dans l'espace.
Dans le temps, ça veut dire attention, dans quelques décennies ou quelques siècles, on n'en aura plus. Et dans l'espace, ça veut dire on doit avoir des bonnes politiques de coopération internationale pour pouvoir aller chercher les énergies fossiles et même l'uranium dans les pays en dehors de l'Europe, puisqu'en Europe, nous n'avons pas d'énergie primaire, si ce n'est le renouvelable, mais on a des idées. Le suivant. Grande inconnue pour les énergéticiens, mais également pour le consommateur, c'est juste un exemple. Comment vont être alimentées les voitures de demain? Essence, diesel, gaz naturel comprimé ou liquéfié, hydrogène, électricité. Donc ce sont tous des défis que nous vivons, je dirais, tous les jours et qui sont absolument passionnants pour les chercheurs et parfois même inquiétants pour ceux qui ont la responsabilité du réseau électrique en particulier. Le suivant. Voilà en une image comment 4 pays européens, Suède, Finlande, France et Belgique, ont combiné leur mix énergétique. Vous voyez en rose le nucléaire, en vert les renouvelables. Donc ces 4 pays ont de façon remarquable, il faut le reconnaître, réussi à mixer, à mettre en synergie le nucléaire, énergie de stock, pilotable, et les renouvelables, énergie de flux, non pilotable. C'est ainsi qu'ils réalisent l'équilibre de leur réseau électrique. Je répète, c'est absolument vital d'avoir un socle d'énergie de stock, un stock d'énergie stable pour garantir les 50 Hertz. La Belgique, bien entendu, ce beau demi-cercle rose qui représente le nucléaire pourrait, dans quelques années, disparaître. Au bénéfice de quoi? C'est toute l'inconnu, au bénéfice de gaz, très probablement, qui est évidemment producteur de CO2, d'où l'énorme problème, débat politique et débat de techniciens que nous vivons tous les jours, que nous connaissons bien. Suivante. Conclusion, c'est évident que nous ne pouvons pas nous passer d'une des sources d'énergie primaires que la nature nous a offertes, que ce soit le renouvelable, le nucléaire ou les fossiles. Nous devons arriver à combiner tout ça, bien entendu, en ayant en tête les 2 buts principaux du volet énergie du pacte vert, durabilité et économie circulaire. C'est un défi passionnant que nous devons résoudre avec le public et avec les techniciens pour arriver à cette société décarbonée dont nous rêvons tous. Et c'est pour cela qu'en particulier, nous nous battons pour établir un pont entre le monde de la recherche et le monde en dehors de la recherche, si vous voulez. Il faut absolument que ces 2 communautés travaillent mieux, communiquent mieux l'une avec l'autre pour arriver à cette société dont nous rêvons tous décarbonée. Suivante. C'est terminé. Merci de votre attention. Je remercie les 2 orateurs, Domenico et Georges Van Gouthem, pour leurs explications très synthétiques, très précises sur l'état de la question énergétique aujourd'hui en Europe et en Belgique. Et il y a des questions, chers orateurs, qui ont été posées sur le chat, auxquelles je souhaiterais que vous puissiez répondre. Donc, vous voyez apparaître des questions. Première question, peut-on stocker les énergies renouvelables? Deuxième question, pourrait-on diminuer nos consommations au point de ne plus dépendre du tout du pétrole ou du gaz? Troisième question, problème des matières premières, des voitures électriques et des éoliennes. C'est une question sur la durabilité. Alors, on pourrait commencer par ces 3 premières questions et aborder ensuite les suivantes. Qui de vous 2 répond? Si tu veux, je peux commencer, Marie-Christine, et puis je céderai la parole évidemment à Georges. J'essaie d'y répondre de façon écrite. Donc, il y a différentes façons de stocker les énergies renouvelables. Évidemment, ce sont par exemple les batteries, avec aussi des problèmes qu'elles posent, la façon dont ces batteries ensuite viennent recycler, par exemple.
À terme, une des belles idées d'avenir, c'est stocker le surplus d'énergie renouvelable pour en produire de l'hydrogène, qui est une façon très intéressante de stocker l'hydrogène. Et l'exemple le plus classique de stockage des renouvelables, ce sont les bassins hydroélectriques qui sont utilisés depuis plus d'une centaine d'années. Donc oui, c'est possible, mais ça demande une certaine technicité, mais c'est tout à fait possible de stocker les énergies renouvelables. Je cède la parole à Georges, peut-être. Oui, tout à fait d'accord. Je ne dois rien ajouter là-dessus. Très bien. Alors, avez-vous quand même quelque chose à dire sur les matières premières qui sont liées à la construction des voitures électriques et, par exemple, des éoliennes, et leur recyclabilité ou le côté durable ou non de cette chaîne de production, parce que les métaux rares, c'est aussi un grand sujet par rapport donc à l'élaboration des batteries des voitures électriques, par exemple. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Il faut prendre toujours une analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle du puits jusqu'au, je dirais, du puits à la roue. Hein. Quand on fait une analyse de cycle de vie, ce qu'il faut considérer avant tout, c'est comment est produite l'électricité qui va servir à recharger ces batteries. Ça, c'est le premier point. Si vous êtes en Chine ou en Pologne, une voiture électrique n'est pas propre du tout, parce que l'électricité est produite très majoritairement par le charbon. Donc ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, Marie-Christine, on a écrit un bel article dans l'Écho il y a quelques semaines qu'on pourrait distribuer, ou dont je peux peut-être partager le lien sur le chat, oui, où effectivement, on met en question la façon dont ces terres rares sont utilisées, dans quelles conditions sociales, environnementales, ces terres rares sont exploitées à des fins de commercialisation pour les voitures électriques. Donc, c'est des soucis évidemment très importants. Moi, je ne suis pas un fanatique ni des voitures diesel, essence, électrique. Je pense que chaque besoin, si vous vivez en ville, dans le centre-ville, dans une ville très habitée densément, et vous êtes seul ou en couple, vous n'avez pas besoin d'un SUV qui pèse 2 tonnes. Et donc là, une petite voiture électrique en ville, où les impacts des polluants sont plus importants, fait beaucoup de sens. Si au contraire, vous êtes quelqu'un qui fait à peu près 100-150 km par jour, essentiellement sur autoroute, je pense que là, l'électrique n'est pas encore au point. Donc, selon les différents usages, il faut voir quelle est la meilleure option. Je suis certain que Georges a des compléments d'information. Oui, je voudrais rajouter 2 points. Le cobalt, 60% du cobalt du monde est produit en République démocratique du Congo. Le lithium, donc aussi pour les batteries, provient essentiellement du Chili et d'Australie. Donc, ça exige de nos politiciens de garder des bonnes relations avec ces pays-là, ce qui n'est pas toujours facile. Pour les éoliennes, le néodyme, un matériau ultra rare qui utilise plusieurs dizaines, si pas plusieurs centaines de kilos dans chaque génératrice des grosses centrales. Mon point principal, c'est le suivant. Nous devons jouer la carte de l'économie circulaire pour les matières premières. En Europe, en Belgique en particulier, nous avons des compétences techniques et de recherche remarquables pour le recyclage des métaux rares et des terres rares. Nous devons absolument exploiter ça et gagner, je dirais, en compétitivité dans ce domaine-là. C'est ce qu'on appelle les mines urbaines, un domaine absolument passionnant. Georges, si je puis me permettre de vous appeler par votre prénom. Oui. J'ai une question aussi concernant l'équipement en panneaux solaires. Sur le fait, Véronique Van de Ponstel s'inquiète de la fin de vie de ces panneaux et de leur recyclage. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a des problèmes de recyclage parce que c'est de la chimie lourde, de la pyrométallurgie, très, très souvent, qui requiert, je l'ai déjà dit, une technicité et d'ailleurs beaucoup d'énergie, soit dit au passage, qui ne sont pas encore disponibles partout. C'est très difficile de recycler les composants semi-conducteurs des renouvelables. C'est encore plus compliqué de recycler les pales des dernières éoliennes qui sont en matériaux synthétiques et qu'on ne peut absolument pas recycler. Alors, une dernière question que je vais globaliser pour vous deux et on passera au set suivant. Donc, elle concerne le réchauffement climatique. Est-ce que cette tendance générale contre laquelle nous luttons aura une incidence sur le dossier énergie? C'est une large question. Et en outre,
complémentairement à cela, par rapport au mix énergétique belge, donc certains de nos participants s'inquiètent sur le dossier nucléaire en disant depuis plus de 60 ans, nous avons une production d'électricité par le nucléaire et nous avons l'impression que peu de choses ont été faites pour le traitement des déchets et pour le remplacement de la production d'électricité par le nucléaire. Peut-être pour la question du changement climatique, on sait bien, et en Europe, c'est la voie, hein, le charbon doit être fermé. C'est le plus polluant, il pollue 2 fois plus que le gaz naturel. Le gaz naturel est peut-être une énergie de transition pour les prochaines 10-20 ans, mais à terme, je pense que si on veut vraiment une société qui lutte pleinement contre le changement climatique, il y a 2 grandes sources, les sources d'énergie renouvelable et les technologies nucléaires. Que ce soit de fission pour le court terme ou de fusion pour le long terme, ce sont les 2 sources privilégiées. L'hydrogène a aussi besoin d'électricité pour être produit ou de chaleur, donc ce n'est pas véritablement une source, mais un vecteur énergétique. Je pense que ça, ce sont vraiment les 2 options, renouvelables et nucléaires, ce sont les 2 options, en tout cas pour le court-moyen terme, à poursuivre. Pour les questions des déchets, Georges est certainement très bien placé pour en parler. Donc, en 2 minutes, les déchets qui sont un souci souvent évoqué sont en fait, il faut le dire et le redire, résolus du point de vue technique. La Belgique, de nouveau, est pionnière au niveau mondial avec le laboratoire HADES, laboratoire souterrain à Mol, que beaucoup d'entre vous connaissent. Nous avons toutes les techniques et nous les partageons avec le monde entier d'emballage et de contrôle des matières radioactives dans le enfouissement souterrain. Deuxièmement, nous avons le projet MIRA, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui est remarquable également, projet dans lequel un réacteur de type génération 4 transforme les éléments hautement radioactifs en des éléments vraiment tout à fait bassement radioactifs. Un dernier point là-dessus, la Finlande et la Suède ont ouvert, avec l'approbation du Parlement et du peuple bien entendu, leur site de stockage souterrain avec, j'insiste, l'appui de Greenpeace localement. Greenpeace localement dans ces 2 pays a dit de grâce, dépêchez-vous, enfouissez cela à 300 ou 500 mètres selon les pays. C'est d'ailleurs un simple retour, si vous voulez, au point 0 où on avait extrait ces matériaux du sous-sol. Maintenant, on les remet dans le sous-sol. Donc, le problème est uniquement politique. Acceptation par le public de cette solution technique. Merci Georges. Je passe maintenant la parole à Xavier pour introduire nos orateurs suivants. Voilà. Est-ce que tout d'abord Damien est là? Parce que je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas si Damien est là. Si, il est là depuis le début. Ah, d'accord. Ah, voilà. Bonjour Damien. Il avait évidemment coupé son micro. Bonjour tout le monde. C'était super intéressant. J'ai beaucoup appris sur les premières présentations. Merci, c'est très bien structuré. Voilà, alors je vais peut-être présenter l'orateur suivant. Donc Damien Ernst de l'Université de Liège va nous parler d'interconnexion des réseaux. Il va nous faire voyager en nous faisant découvrir les gisements éoliens du Groenland, mais il va aussi nous parler de la situation énergétique belge et de son évolution dans les années à venir. Alors Damien aime les débats animés, donc si vous voulez intervenir, faites-le à bon escient et en ouvrant votre micro seulement le temps de votre intervention. N'oubliez pas la petite main, c'est une manière délicate de demander la parole. Nous relayerons bien entendu vos questions posées dans les commentaires de Zoom et de Facebook. Damien, à toi l'honneur. Merci. J'ai combien de temps, en fait, pour le faire pour la Damien, il faut essayer d'être synthétique, donc 10 minutes. 10 minutes maximum. Ben, je vais être synthétique et je vais essayer de vous faire voyager le plus possible pendant une dizaine de minutes. Vous voyez mon écran, en fait, oui? Oui. Très beau. Oui. Donc, tout d'abord, il faut remercier, je pense, Madame Marguem, c'est elle qui a beaucoup soutenu ces projets extrêmement visionnaires du temps qu'elle était ministre de l'Énergie. En fait, elle a compris, je
pense, une ministre qui avait compris dès le début que décarboner notre société belge, en fait, ça n'allait pas être facile du tout. Quelques chiffres. La Belgique, c'est 420 TWh d'énergie. Le potentiel en termes d'énergie finale, le potentiel en termes d'économie d'énergie, ce qu'on appelle efficacité énergétique, c'est 120 TWh. Vous isolez tous vos bâtiments, vous passez au véhicule électrique. Donc, il reste 300 TWh d'énergie qu'il nous faut aller chercher. Le potentiel renouvelable en Belgique, c'est 80 TWh, donc 300 moins 80, 220 TWh qui vous reste à aller chercher. Alors, ce 220 TWh, il n'y a pas 30... Damien, il faut rester absolument… bien sûr, on vous entend parfois moins bien. Ah donc, oui, ok. si vous êtes vraiment… Là, vous m'entendez? Oui, voilà. Face à votre écran, on va avoir le micro parfaitement clair et l'audition aussi. Donc il nous reste plus ou moins 220 TWh d'énergie décarbonée à aller chercher sous forme nucléaire. Donc on peut investir dans le nucléaire en Belgique, dans de nouvelles centrales nucléaires, en maintenant bien entendu aussi les centrales existantes, ou alors en important cette électricité de l'étranger. Et une manière en fait de l'importer, c'est de l'électricité renouvelable de l'étranger décarbonée. Ce serait en fait de construire une grille électrique internationale, un réseau électrique qui couvre la totalité de la planète. Ça permettrait de naturellement, en mutualisant les ressources renouvelables, de lisser en fait les fluctuations du renouvelable et aussi de mettre la main sur des champs extrêmes en termes de renouvelables, des champs où il y a beaucoup de soleil, où il y a beaucoup de vent. À ce que pourrait être en fait une grille électrique internationale. Ça a été dessiné ça par les Chinois en fait qui travaillent aussi énormément sur ce concept. C'est pour ça que vous voyez, c'est la Chine qui est au centre de la carte. C'est plus l'Europe qu'on a l'habitude de l'avoir. Et donc moi je me suis focalisé grâce au support de Madame Margem sur une région en fait. Une des meilleures régions en fait au nord, c'est en fait le sud du Groenland. En fait, vous avez des vents extrêmement généreux, ce qu'on appelle des vents catabatiques. En fait, ce sont des vents qui sont créés grâce au contact en fait de l'air froid avec cette immense surface montagne de glace qui est le Groenland. Et par irradiance, l'air est refroidi et s'écoule comme une avalanche d'air le long en fait de ce qu'on appelle la Greenland Ice Sheet, cette calotte glaciaire du Groenland. On a fait énormément de travaux en simulation qui ont montré en fait l'intérêt en fait de cette zone-là. Et ça va vous étonner, mais les vents n'avaient jamais été mesurés par des stations météo. Donc, on était juste sur des modèles numériques. Les modèles numériques sont concluants, mais quand vous voulez aller plus loin dans la réalisation de ces parcs éoliens, vous devez en fait implémenter, avoir des stations météo. Et donc, on a lancé ce projet Katabata, en fait, qui permet en fait d'aller installer des stations météo au Groenland pour mesurer ces vents. Damien, ton son était régulier. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être l'oreillette qui est munie d'un micro et qui… Non, je suis… Et comme ça irait mieux? Là, vous m'entendez mieux? Oui, tout à fait. Oui, ben, je vais… ok, c'est bien. Et donc, on est parti en fait en juillet avec un bateau en fait, pour aller installer des stations météo dans les 3 endroits montrés ici sur la carte. En fait. Des endroits où le vent est exceptionnel. Donc, placer une éolienne dans ces endroits-là rapporte entre 3 et 8 fois plus d'énergie que si vous la placez en fait ici en voilà les stations météo qu'on a installées. Ça, c'est une photo de station. Damien, on a toujours les coupures. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. On ne me l'a jamais fait la remarque avant. Je vais essayer de continuer comme ça. Oui. Le plus près possible de ton micro. Voilà, là, je suis vraiment sur mon micro. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Voilà, je suis sur mon micro. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon micro. Donc, c'est une des stations qu'on a installées. On est parti en bateau de Saint-Malo début juillet. Beaucoup d'aventures. Voilà les photos de la vie sur le bateau. L'arrivée, en fait, ça c'est une version artistique.
l'arrivée en fait ici au Groenland, les premières photos de l'arrivée au Groenland. C'est quand même des conditions de navigation difficiles, puisque il y a quand même des petits icebergs qui sont dans cette région-là tout le temps. Donc, il faut aller à l'avant du bateau, bouger ces glaces. Et voilà les photos de l'installation de notre première station. En fait. Donc, il faut accoster avec le bateau, les monter. Ça, c'est l'endroit où on a installé en fait, la deuxième station. C'est des endroits fantastiques. Donc, voilà la photo de notre première station installée. Et je vais vous montrer, avant d'aller assez vite, ça c'est la photo de la dernière station, la troisième station qui est superbe. Elle est installée dans une vallée glaciaire où évidemment personne en fait ne vit. La station est là sur la gauche. Donc on est très content en fait des résultats en fait, puisque nos stations fonctionnent. Et, ça n'a pas été si simple que ça, je peux vous l'assurer. Et donc elle nous envoie en fait toutes les 20 minutes les données du vent en fait au Groenland, et on est très content en fait de voir que les données mesurées sont en concordance avec les données simulées, ce qui nous conforte dans nos observations précédentes, selon lesquelles on est vraiment face à des endroits exceptionnels au monde pour récolter de l'énergie renouvelable. Il y a d'autres projets sur lesquels on travaille aussi énormément en modélisation à l'Université de Liège. C'est des projets de capture de CO2 direct dans l'atmosphère. Donc, c'est des machines pour capturer du CO2 dans l'atmosphère et transformer en fait ce CO2 capté dans l'atmosphère principalement, enfin moi je travaille sur cette filière-là, en du gaz naturel, du CH4, et revenir en fait avec ce gaz naturel en Belgique. Donc, au lieu de vouloir, par exemple, isoler vos maisons ou d'électrifier vos maisons, une maison chauffée au CH4, vous importez en fait du CH4 vert de l'étranger que vous synthétisez en capturant du CO2 en fait de l'atmosphère. Vous générez de l'électricité verte renouvelable, vous l'utilisez pour faire une électrolyse de l'eau, vous combinez en fait le CO2 avec l'hydrogène et vous en faites du CH4. La Belgique, par exemple, c'est 125 TWh de gaz naturel qui vient de l'étranger qu'on importe. On a vraiment essayé de voir comment importer ces 125 TWh sous forme de gaz vert. Et pour ce faire, on a modélisé, beaucoup travaillé sur l'étude, la première étude en termes d'ingénierie de tous ces hubs, en fait, qu'on appelle de nouveaux concepts d'hubs d'énergie renouvelable, en fait, où vous avez des batteries, ça peut être aussi des panneaux solaires, des liens, un petit réseau électrique. Et localement, en fait, vous avez ici une photo de ce hub-là. Vous capturez du CO2, vous filtrez votre eau, vous faites de l'hydrogène, vous liquéfiez votre CH4, vous le transportez en bateau jusque Zeebrugge. On est en train de terminer notre première grosse étude en fait sur ça qui a été vraiment très difficile. Il a fallu quasi travailler 2 ans en fait là-dessus, mais on est très content des résultats. Elle va sortir, je pense, fin janvier. Et donc ça, c'est peut-être aussi un futur en fait de notre approvisionnement en énergie en CH4 en Belgique. Donc là, ce serait typiquement un hub renouvelable, là, le long par exemple de l'Atlantique, à ces bords latitudes, au niveau du désert par exemple du Sahara. Vous avez installé énormément de panneaux photovoltaïques, vous le transformez en CH4 là, et puis le bateau ramène ce CH4 là dans le port de Zeebrugge. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais m'arrêter sur cette très très belle image qui, à mon avis, risque de correspondre au futur de notre système énergétique belge. Merci. Merci Damien. Le son est vraiment très très difficile, donc j'espère qu'à travers les questions-réponses, les choses vont s'améliorer. Il y en a quand même pas mal, donc j'avais tout d'abord quelqu'un qui voulait intervenir, qui est conseiller en énergie et qui s'appelle Frédéric Sidor. Est-ce que cette personne veut bien prendre la parole et poser ses questions? Oui, bonjour Marie-Christine. Bon voilà, donc vice-présidente du MCC de la section Courcelles, conseiller en énergie bien sûr pour la société Walbill Global, dont j'ai entendu que vous alliez faire intervenir Engie. Moi, personnellement, je travaille avec la société Mega. Et au niveau des énergies renouvelables, en fait, on a la possibilité, nous, avec la compagnie, d'offrir le placement de panneaux solaires. Bon, j'ai entendu que vous parliez qu'au niveau
du recyclage de ces panneaux, c'est assez compliqué, c'est assez énergivore, je vais dire, au final. Mais malgré tout, je pense que le système de placement de panneaux solaires pour tout un chacun, enfin, dans un premier temps, les propriétaires, plus précisément, vu qu'il faut quand même un acte notarié, on ne peut pas placer les panneaux solaires un petit peu comme on veut. Nous, on a une solution de location pour ces panneaux solaires pour ces clients qui n'ont pas la possibilité de faire un financement parce que bon, le placement de panneaux solaires est quand même un coût pour le propriétaire. Et bon, c'est vrai que les prix varient très très fort par rapport à une société à l'autre. Et voilà, notre principe de location de panneaux solaires, je pense que c'est une bonne chose plutôt que de proposer, malheureusement, comme Engie le fait, de pouvoir placer des panneaux solaires sans investissement. Quelque part, si, il y a un investissement vu que c'est un prêt qui est lié avec BeoBank par rapport à mes recherches que j'ai faites. Et donc voilà, au niveau du panneau solaire… Quelle est votre question, Frédéric? Mais voilà, justement, j'y venais, Madame Mariem. En fait, au niveau du panneau solaire, si on vient apporter plus d'aide aux propriétaires, ne pensez-vous pas que le tout particulier pourrait mettre plus de panneaux solaires et justement réduire le travail de nos centrales, vu qu'il y a un débat sur l'arrêt des centrales nucléaires qui permettrait de couvrir tout le réseau, parce que bon, on va pas mettre un seul panneau par maison, entendons-nous bien. Les clients mettent toujours plus de panneaux et pas juste la consommation qu'ils utilisent annuellement. Je l'ai fait moi personnellement. J'ai mis plus de panneaux par rapport à ma consommation parce que oui, donc ça c'est votre question. Hein. Oui. Je vais demander à Damien d'y répondre. C'est bien connu en fait qu'une des manières les moins chères, hein, si vous voulez être parfaitement autonome en termes d'énergie ici en Belgique, renouvelable ou dans votre maison ou dans un quartier, il est clair que la solution la moins chère, c'est parfois en fait de surdimensionner en fait votre installation photovoltaïque et en gros d'investir un peu moins dans le stockage. En fait, donc c'est tout ce que je peux répondre à monsieur. Et donc justement dans les techniques que nous on développe, par exemple les techniques de ces Renewable Energy Hub, on fait vraiment ce qu'on appelle du sizing, du dimensionnement optimal des différents éléments. Et effectivement, on voit qu'à un moment donné, on jette un peu d'énergie renouvelable parce que ça permet de limiter fortement des investissements en stockage. Et donc, il y a tout un formalisme mathématique lié à l'optimisation, en fait, pour réaliser ce genre d'études de manière très compétente. Merci Damien. Je passe maintenant la parole à Jean-Jacques Flao, mon vice-président, qui souhaite poser une question. Jean-Jacques. Est-ce qu'on m'entend? Oui, très bien. Voilà. D'abord, je remercie pour les réponses qui ont été apportées à mes précédentes questions écrites, mais j'avais encore deux types de questions. J'étais extrêmement intéressé par ce que vient de dire le professeur Ernst, mais je voudrais savoir aussi si l'utilisation de l'énergie souterraine, et on a parlé de la géothermie, etc., si on peut imaginer dans le futur une grande valorisation à ce point de vue-là. Et alors, une question peut-être qui peut paraître au départ un peu étrange, mais j'ai vu toute une série de reportages, soit dans le tiers-monde, mais même aussi en France, sur l'utilisation en termes énergétiques des matières fécales et de l'urine. Est-ce que c'est possible? Damien. Le potentiel, enfin, tout est possible, mais il faut toujours mettre ça en perspective par rapport à nos besoins en énergie et en Belgique. Et donc, ça reste complètement anodin, mais vraiment complètement anodin. Donc, on serait de 0,02% maximum de notre approvisionnement en énergie en Belgique. Donc, ce sont des solutions en fait qu'on peut parfaitement gommer en fait du débat énergétique. Si vous êtes en Islande où vous avez des volcans, ça c'est différent. Hein, donc, vous avez un vrai potentiel géothermique. Mais en Belgique, il est nul et je pense qu'il faut sortir une fois
pour toutes en fait ce leurre en fait de la géothermie du débat. Et j'ai encore vu récemment des mandataires politiques écolos de premier plan parler en fait qu'il existe de nouvelles énergies renouvelables, la géothermie, qui pourrait nous aider à nous passer du nucléaire. C'est complètement faux en fait. Il n'y a aucun potentiel en Belgique à ce niveau-là. Donc, aucun potentiel et en plus très très limité, mais toute technologie là-dedans est extrêmement chère. Et puis souvenez-vous, non, on a aussi observé par exemple que la géothermie c'est catastrophique parfois pour des villages parce que vous pompez de l'eau sous pression, et parfois au travers de couches qui sont un peu instables et vous les déstabilisez. Donc, il y a des cas bien connus, par exemple, de villages en France ou en Allemagne où les maisons s'effritent complètement à cause de processus juste pilotes, en fait, de géothermie. Donc, facilitons le débat énergétique en Belgique et faisons une croix, une fois pour toutes, sur cette géothermie, qui souvent est la carte sortie de chapeau, la mauvaise carte sortie de chapeau par quelqu'un qui n'a absolument pas de solution pour qu'on puisse sortir du nucléaire. D'accord. Merci Damien. J'ai encore 2 questions pour vous. De Michel Poirot, d'une part, qui dit « Il semble que les éoliennes ne puissent tourner sans risque avec des vents dépassant 80 km/h ». Et Dezio, il parle d'un projet européen qui daterait d'il y a 30 ans, qui envisage un système d'approvisionnement de l'Europe en hydrogène vert à partir de l'Islande. Donc, vous avez cité l'Islande, hein, nous voyons ce que M. Poirot veut dire. Et il se demande si, en dehors des études qui avaient été faites, les choses ont changé depuis et si les hypothèses sont devenues des réalités. Au niveau des éoliennes, donc c'est vrai qu'elles se mettent en protection de survitesse, la majorité vers des vents 95 à l'heure. On doit être aux alentours de là. Et par exemple, les nouvelles en mer du Nord, qui ont été plantées en guerre du Nord grâce aux efforts de Madame Marguem, elles peuvent fonctionner encore jusqu'à 130 km/h de vent. 130 km/h de vent. Et donc, on va arriver à des générations qui peuvent continuer à fonctionner à jusqu'à 150 km/h de vent. Et elles sont détruites à partir de vents de 200, 250 à l'heure. Donc, la technologie évolue. Donc, on n'aura pas de problème, en fait, au niveau du Groenland, malgré les vents très forts qui sont là. Enfin, Groenland, on n'a quand même pas des vents au-dessus de 150 à l'heure. Et c'est surtout la constante, en fait, de ces vents qui est extrêmement impressionnante, quoi. Et la seconde question, oui, il y a eu beaucoup de projets pour importer de l'hydrogène d'Islande, du solaire, en fait, d'Afrique. Souvenez-vous, il y a une vingtaine d'années de Desertec, donc des projets, en fait, vraiment pour apporter des énergies renouvelables vertes de l'étranger. Mais maintenant, avant, c'était des projets. Maintenant, ça devient vraiment des réalisations techniques. On voit vraiment que le secteur est en train, en fait, c'est la prochaine étape du secteur, c'est rapatrier, en fait, de l'énergie verte de l'étranger, énergie qui serait collectée dans des champs renouvelables extrêmes, que ce soit du solaire, de l'éolien ou de la géothermie dans des pays volcaniques. Donc, maintenant, ces projets deviennent réalité. Et tous les projets très ambitieux en termes d'ingénierie, parfois mettent 20, 30, 40 ans à se réaliser. Regardez le programme spatial russe, le programme spatial russe, dans les années 70, ils ont quand même commencé à étudier très sérieusement la possibilité d'envoyer des gens sur Mars. Il a même fait des petites navettes prototypes. On les enverra sans doute sur Mars début des années 2030. Donc, voilà, programme aussi ambitieux où il aura fallu 50, 60 ans pour le concrétiser. Merci beaucoup Damien pour ce set d'échanges très très intéressant comme toujours. Je vais maintenant, en espérant Damien que vous continuiez à nous suivre. Avec plaisir. Merci. Je vais passer la parole à Xavier pour introduire l'orateur suivant. Merci Marie-Christine. Alors, la région wallonne apporte aussi sa contribution à l'utilisation durable de l'énergie. Alors, passons en revue avec Ingrid Thierry du SPE Économie, les aides que nos entreprises peuvent solliciter. Alors, n'intervenez pas pendant cette présentation, posez vos questions via les commentaires Zoom ou Facebook, nous les relayerons. Ingrid, je te cède la parole.
Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien, fort et clair. Oui, parfait. Eh bien voilà, je vais vous présenter les aides qui sont accordées par le SPOE, la région wallonne, pour les entreprises qui investissent en faveur de l'utilisation durable de l'énergie. Et il s'agit ici d'aides à l'investissement qui sont formalisées depuis 2004 déjà et qui sont en application depuis 2004. Voilà, slide suivant, Anne-Marie. Merci. Voilà, les types d'investissements qui sont subsidiés sont principalement dans le cadre de l'utilisation durable de l'énergie, soit la réduction de la consommation d'énergie dans le processus de production. Et donc là, on peut citer quelques exemples, comme par exemple une entreprise qui va investir dans des équipements moins énergivores, installer par exemple des variateurs de fréquence sur des machines industrielles de façon à réduire la consommation d'énergie dans le processus de production, installer une comptabilité énergétique. Voilà, ce sont différents types d'investissements qui sont subsidiés dans ce cadre-là. Et par ailleurs, on subsidie également les énergies renouvelables et la cogénération. Et c'est plutôt ce volet-là que je vais développer dans ma présentation aujourd'hui. Voilà le slide suivant. Alors, il faut savoir que ce sont des subsides qui sont accordés aux entreprises et que certaines activités certaines entreprises sont éligibles et d'autres ne le sont pas. Et donc, dans les secteurs qu'on subsidie, c'est principalement les secteurs industriels, la production et la transformation, le commerce de gros ou le commerce de détail, mais pas la grande distribution, la construction, les activités informatiques, les hôtels, les parcs d'attractions, etc. Et donc, sont exclus des aides à l'investissement, la production d'énergie non renouvelable, les banques, les assurances, l'immobilier, l'enseignement, la formation, la santé, le sport, les professions libérales. Voilà, donc on est beaucoup plus axé sur tout ce qui est secteur industriel. Alors, il y a deux schémas types d'investissement qui peuvent intervenir dans les entreprises. Celui qui est le plus courant, c'est l'autoconsommation. Donc, c'est l'entreprise qui va installer un investissement qui va produire de l'énergie renouvelable de façon à répondre à ses propres besoins énergétiques pour son activité professionnelle. Ça, c'est le principe de base de l'aide à l'investissement. Par ailleurs, il y a le schéma plutôt de la production. Donc, c'est l'entreprise qui va investir dans une production d'énergie verte pour être revendue à des tiers. Et donc là, on va retrouver des producteurs d'énergie. Mais pour accéder aux aides à l'investissement, il y a des conditions très spécifiques et restrictives. Et donc, la principale des conditions, c'est que l'entreprise doit être une petite entreprise. Et donc, ça, c'est en fonction de la définition européenne de la PME, c'est vraiment un schéma. L'objectif, c'est de subsidier, d'aider les petites structures à développer des productions décentralisées d'énergie verte. Et donc, cette petite entreprise, par ailleurs, ne peut pas être détenue par une moyenne ou une grande entreprise du secteur de l'énergie. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment d'aider les petites structures. Alors, une autre condition, c'est que les consommateurs finaux doivent être soit des entreprises ou des collectivités et que donc, étant donné qu'on dépend du ministre de l'économie, on ne peut pas intervenir, par exemple, pour des réseaux de chaleur qui vont alimenter des logements. Ça, c'est la limite de nos aides à l'investissement. Et donc, on va retrouver dans ce schéma-là des petites structures, comme par exemple des biométhanisations, qui vont injecter l'électricité sur le réseau et au niveau chaleur, alimenter, par exemple, des bâtiments communaux, des maisons de repos. Donc vraiment, on est dans le schéma où l'énergie doit être à destination d'entreprises ou de collectivités. Et dans ce cadre-là, je suis encore au slide précédent en fait. Oh là là, oui, encore avant. Je suis toujours… Avant. Ah oui, avant. Oui. Je suis toujours dans celui-là, mais bon, j'ai presque terminé. C'est qu'en fait, l'aide dans le cas de la production d'énergie, l'aide est limitée à 1,5 million d'euros par entreprise sur 4 ans. Donc, on arrive parfois à des projets quand même assez importants. Voilà, on peut passer au slide suivant.
Et donc, les entreprises qui sont concernées par les aides à l'investissement sont toute entreprise qui a un siège d'exploitation en région wallonne, qui est constituée soit sous forme de personnes physiques, commerçants ou indépendants, ou associations de personnes physiques, les sociétés commerciales, les sociétés agricoles, et on ne subsidie pas les personnes morales de droit public et les ASBL. Slide suivant. Il y a des conditions financières pour accéder aux aides, c'est-à-dire que l'entreprise doit être en règle vis-à-vis des réglementations fiscales et sociales, et elle ne peut pas être en difficulté financière. OK. Il y a des seuils d'investissement éligibles. Donc, pour une PME, c'est minimum 20 000 euros hors TVA, et pour une grande entreprise, 25 000 euros. Donc, l'entreprise qui fait des investissements moins conséquents ne pourra pas être soutenue. Alors, voilà les filières qui sont aidées en matière d'énergie renouvelable. Ce qu'on peut remarquer avec le tableau, c'est qu'il y a des taux d'aide qui sont supérieurs pour les PME que pour les grandes entreprises. Alors, il y a tout d'abord l'éolien, dont la puissance est inférieure à 1 MW électrique. Donc, on n'intervient pas pour les plus grandes puissances. On intervient également pour la cogénération biomasse, la cogénération fossile, la biométhanisation. Donc, par exemple, on retrouve des installations de biométhanisation à la ferme, notamment, donc, qui récupèrent les lisiers, etc., qui digèrent le tout et qui fabriquent avec ça de l'électricité, de la chaleur. On commence à avoir des installations de biométhanisation qui injectent directement le biogaz sur les réseaux de gaz électrique, de gaz sur le réseau de gaz, et qui donc ça, c'est une nouveauté en région wallonne, c'est qu'on commence à avoir des projets comme ça de développement de biométhanisation où on ne fabrique pas de gaz, enfin où on ne fabrique pas d'électricité ni de chaleur, mais qui injecte directement ce biogaz sur le réseau de gaz naturel. Ensuite, on intervient également pour l'hydroélectricité, donc par exemple des barrages hydroélectriques sur la Sambre, la Meuse, etc. On intervient en solaire thermique. Là, je précise qu'on n'intervient plus en solaire photovoltaïque parce que les prix ayant baissé et par ailleurs les entreprises pouvant bénéficier de certificats verts, il a été estimé à un moment donné que l'investissement était rentable, pour une entreprise en tout cas, sans aide à l'investissement. Donc, on n'intervient plus au niveau du solaire photovoltaïque, uniquement au niveau du solaire thermique. La chaudière biomasse, c'est un investissement qui se développe pas mal dans les entreprises également. Et les pompes à chaleur, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui se développe très fort depuis quelques années. Voilà. Alors voilà, je cite ici quelques exemples. La PME, par exemple, qui investit dans une pompe à chaleur pour un montant de 45 000 euros, eh bien, elle peut avoir une prime de 15% et donc elle va recevoir un montant de 8 750 euros. 6 750, c'est pas très clair sur l'écran. Alors, une PME qui investit dans une chaudière biomasse, par exemple pour brûler des copeaux de bois ou des pellets ou peu importe, pour un montant de 245 000 euros, eh bien, elle va pouvoir prétendre à une prime de la région de 35%, ce qui représentera un montant de un peu plus de 85 000 euros. Alors, le cas que je cite après, c'est la petite entreprise qui investit dans une centrale hydroélectrique pour 300 000 euros. Et donc là, l'énergie sera injectée sur le réseau électrique et elle pourra prétendre à une prime de 20%, soit 60 000 euros. Et le dernier cas, c'est le cas d'une grande entreprise située en Hainaut. Pourquoi je dis située en Hainaut, c'est parce qu'il y a des bonus en fonction de sa localisation et si en fonction de sa localisation, des zones de développement. Et donc, si elle est située en Hainaut, elle est en zone de développement. Et si cette entreprise investit dans une cogénération gaz naturel d'une puissance de 500 kW électrique, elle pourra bénéficier d'une prime de 12% sur son investissement. Voilà. Le slide suivant concerne une mesure un peu spécifique qui est une mesure d'accompagnement du prélèvement kilométrique et donc on intervient également pour promouvoir les motorisations CNG, LNG sur les véhicules lourds.
Et donc, ça concerne soit l'achat d'un véhicule neuf CNG ou LNG, ou le post-équipement de camions pour les convertir à l'utilisation de CNG LNG, avec des taux d'aide qui varient en fonction des tailles d'entreprise, PME, grande entreprise. Alors, les différentes modalités, ça c'est le slide suivant. Les entreprises, de manière générale, doivent être en règle vis-à-vis des réglementations environnementales pour pouvoir bénéficier des subsides. Il ne peut pas y avoir de cumul avec un autre régime d'aide pour le même investissement. L'entreprise est obligée de maintenir l'investissement pendant 5 ans et de l'utiliser pendant 5 ans. Les aides sont défiscalisées. Il y a également une exonération du précompte immobilier pour tout ce qui est matériel et outillage. Il existe également une possibilité de financement via un mécanisme qui s'appelle Easy Green, qui a été développé par Novalia. Et pour ces investissements en réduction de consommation d'énergie ou énergie renouvelable, il existe une déduction fiscale majorée pour investissement économiseur d'énergie. Slide suivant. Et voilà, ça c'est les modalités pour introduire une demande. Le grand principe, c'est que la demande doit être introduite avant de débuter les investissements. Ça, c'est le grand principe. Si la demande n'est pas introduite avant, il ne peut pas y avoir de subside. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez mes coordonnées sur le dernier slide. Et si vous avez des questions, mon adresse mail éventuellement. Enfin, voilà. Merci pour votre attention. Merci Ingrid. Il y a quand même une question qui vient de Fabrice Meunier. Pourquoi exclure systématiquement les ASBL des aides? Il y a quelques années, exclusion en matière d'isolation de bâtiments et ici à nouveau. Voilà la question qui est posée, je te la lis telle quelle. Oui, bon, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça, dans le sens où nous, on intervient uniquement au niveau des entreprises et donc les ASBL. Historiquement, dans les aides à l'investissement expansion économique, il n'y a jamais eu de subside pour les ASBL. Maintenant, peut-être que pour les ASBL, il existe d'autres mécanismes d'aide au niveau du département de l'énergie. Et ça, c'est un peu à approfondir. Mais moi, je n'ai pas... on n'a jamais subsidié les ASBL, malheureusement, pour les ASBL. Voilà. Eh bien, ça peut être un sujet, je dirais, de pointe pour le MCC et son action politique, d'essayer de creuser avec toi cette question et de performer, c'est-à-dire de faire en sorte que certaines ASBL participent aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, oui. OK. Très bien. Merci beaucoup Ingrid pour cette présentation très, très intéressante et source de beaucoup d'informations pratiques pour les éventuels investisseurs qui nous écoutent. Xavier, je te repasse la parole. Voilà, donc étant donné que la présentation d'Ingrid Thierry s'adresse davantage aux entrepreneurs actifs dans le sud du pays, donc nous proposons que tous ceux qui ont des questions plus spécifiques les adressent par mail, soit directement à Ingrid Thierry, soit via le MCC qui les relayera. Alors, l'orateur suivant, je ne sais pas s'il est en ligne, Monsieur Boisselot, je ne sais pas si vous êtes là. Oui, je suis là. D'accord, magnifique. Alors, bonjour Monsieur Boisselot. Bonjour Monsieur Boisselot. Bonjour. Donc Monsieur Boisselot donc est chief économiste chez Engie, chargé de la régulation et des affaires publiques. Engie est un opérateur historique de l'énergie dans notre pays. Monsieur Boisselot, je vous cède la parole pour nous parler des projets de la société Engie. Bonjour, merci beaucoup. Donc j'ai compris que j'avais 10 minutes pour vous parler du challenge qui nous attend tous collectivement pour les 30 années à venir. Il y a déjà énormément d'éléments qui ont été introduits par les intervenants précédents, donc je vais pouvoir aller assez vite. L'idée des quelques slides que je vais vous présenter, c'est de parler de transition énergétique très rapidement, mais aussi d'être un peu concret sur et partager avec vous quelques ordres de grandeur, quelques analyses que l'on a fait au sein d'Engie et qu'on partage avec plaisir avec je dirais, de tous ceux qui s'intéressent à la transition énergétique. On l'a fait évidemment, dans une première approche, c'était pour nous de donner des ordres de grandeur et de voir un peu comment s'organiser en tant qu'entreprise. Et on le partage avec grand plaisir parce qu'on n'a pas de boule de cristal, on peut regarder un peu des analyses, mais en le partageant avec tout un ensemble d'intervenants du monde politique, d'autres entreprises, différents collectifs, ça nous permet aussi d'avoir des retours et des feedbacks sur nos chiffres
et de voir si on est complètement à côté de la plaque ou si on est dans le vrai. Alors, quand on parle de transition énergétique, si vous pouvez mettre la planche suivante, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que depuis un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que nous vivons une période très particulière. La crise sanitaire, je ne vais pas vous en parler, vous en entendez parler à longueur de journée, et j'imagine que comme moi, vous en souffrez dans votre day-to-day, et que c'est quelque chose que l'on observe aujourd'hui. L'aspect économique est déjà bien connu, déjà bien visible, malheureusement, pour beaucoup de nos secteurs. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est le changement climatique, cet enjeu-là. Et cet enjeu-là, il n'y a pas de confinement, il n'y a pas de vaccin pour lutter. Et donc, nous devons, dès à présent, et pour les 30 ans à venir, collectivement, nous y attacher. Vous pouvez passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Si on regarde très concrètement l'ambition européenne, donc ça, c'est une planche qui vient du rapport de la Commission européenne, ce qu'on appelle l'Impact Assessment, l'étude d'impact. Si on essaye de visualiser l'ambition européenne, on voit que depuis plusieurs années, on a baissé nos émissions de CO2 et on a réussi à maintenir un certain niveau de croissance économique, et que sur les années à venir, on doit fortement réduire nos émissions de CO2 dans tous les secteurs. On n'en voit pas très bien sur la planche. J'ai un petit peu d'écho. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. Oui, nous l'avons aussi. Je ne sais pas si je peux faire quelque chose là-dessus. Est-ce que tout le monde a désactivé son micro? Oui, je crois que ça aiderait effectivement. Bon, Essayez de voir si tout le monde est en mute. Ici, peut-être Michel Pierrard, peut-être ici. Je vais. Non, le micro est désactivé. Non, les micros sont désactivés. Non, je vais continuer, je vais voir si ça va. Et donc, en fait, là, on ne voit pas très bien sur le graphique, mais les trois gros blocs, le bloc marron, le bloc rouge et le bloc bleu, le gros bloc marron, c'est les transports. Donc, vous pensez à tous les véhicules, des plus petits aux plus gros, qui utilisent de l'essence, ou vous pouvez penser à des avions. L'industrie, qui elle aussi émet du CO2 à travers différents process. Et puis, évidemment, l'industrie électrique avec les plus mauvais élèves que sont les centrales au charbon et en passant par les centrales à gaz et toutes les différentes technologies qui émettent du CO2. Si on fait un petit zoom, et c'est le slide suivant, sur le secteur électrique, voilà, j'aime bien ce graphique, il permet de visualiser la situation aujourd'hui. Alors, comment il faut lire ce graphique? Vous avez sur l'axe horizontal la production d'électricité horaire, donc c'est l'année 2020, et vous avez l'intensité CO2 du mix. Si on regarde le nuage gris tout en haut, à gauche, c'est la Pologne qui est le plus mauvais élève européen, avec des émissions de CO2 moyennes qui sont très élevées. Et si vous regardez tout en bas sur ce même axe, le meilleur élève européen, c'est la Norvège. Et ce n'est pas une surprise, la Norvège a de l'hydraulique et du renouvelable, et donc en termes d'émissions de CO2 est numéro 1 par mégawattheure produit en Europe. Vous trouvez entre les deux, c'est le petit nuage marron. Alors, il est un peu recouvert par les Danois et les Portugais, mais vous voyez le nuage légèrement au-dessus belge, et donc qui tourne autour des 200. Et donc, le mix belge, il est bien connu. Hein. On a une partie, en gros, entre 40 et 50% de nucléaire qui permet d'avoir des émissions de CO2 assez faibles. Et le reste, vous avez eu, par exemple, l'année dernière, une vingtaine de pourcents de renouvelables, et le reste étant couvert principalement par du gaz, et donc ce qui explique ce mix. Ce qui est intéressant ici, vous avez quand même deux élèves très particuliers à droite. Vous avez l'élève français qui est bien connu, qui est tout plat, c'est le gros nuage bleu, et donc là, avec la forte dominance du parc nucléaire français et de l'hydraulique. Et il est un petit peu plus élevé que les Norvégiens, parce que par moment, quand même, on doit faire tourner quelques centrales à gaz, voire même en ce moment quelques centrales au charbon de manière sporadique pour équilibrer le mix. Et je trouve que le nuage marron, là, montre tout l'enjeu au niveau allemand, où on se rend bien compte qu'en fait, l'Allemagne, quand il y a beaucoup de renouvelables disponibles, on arrive à une intensité énergétique assez basse
qu'on va retrouver autour des 200, pour dire quelque chose. À l'inverse, quand le renouvelable n'est pas du tout disponible et qu'on fait tourner le charbon complètement, on va avoir des niveaux qui sont, entre guillemets, dans le bas de la Pologne. Et donc, on voit une dispersion très forte. Et on voit, enfin, vous voyez le bloc vert, le bloc bleu et un peu le bloc jaune, des pays, alors j'aime bien l'Italie, par exemple, c'est un pays très gaz, donc c'est un pays où il y a du gaz et du renouvelable, et donc vous retrouvez qu'un pays qui n'a pas de nucléaire et qui se retrouve à mi-chemin entre les deux. Donc ça, c'est notre point de départ, et on se rend bien compte que sur le secteur électrique, et j'insiste là-dessus, hein, le graphique du précédent le montrait, le secteur électrique, c'est un sous-ensemble du problème. Il y a beaucoup d'attention dans tous les pays. C'est un secteur qui attire beaucoup d'attention en Belgique comme dans d'autres pays. Mais sur ce secteur-là, il y a beaucoup de choses à faire. Si vous pouvez passer au slide suivant. Alors, est-ce que c'est seulement une question de CO2 ? Ce serait facile si c'était seulement une question de CO2 et une question de technologie. En fait, les questions que l'on retrouve dans tous les pays, et donc la Belgique ne fait pas exception, en termes de politique énergétique, c'est ce fameux triangle. Alors, la sustainability, le CO2, la durabilité, c'est la question de l'enjeu climatique de fin du monde, que tout le monde comprend bien. Il y a d'autres enjeux qui rendent la chose compliquée. Le bloc vert, est-ce que c'est payable, hein, l'affordability en anglais, c'est la fin du mois. Tout le monde a en tête les mouvements de gilets jaunes, et est bien conscient que la facture à la fin du mois, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises en énergie, elle ne peut pas être multipliée par 10. Il y a un enjeu très fort là-dessus et on doit y faire attention. Le troisième enjeu de politique énergétique qui est très à l'ordre du jour, encore une fois, pas seulement en Belgique, c'est le cas en France, c'est le cas en Angleterre, en Pologne, en Italie, c'est la sécurité d'approvisionnement. Est-ce qu'on va garder la lumière allumée ? Et donc, on est en train de fermer pour des raisons climatiques du charbon. On est en train de fermer du nucléaire pour différentes raisons, notamment en Allemagne et évidemment en Belgique, qui évidemment, ces choix ont des impacts en termes de sécurité d'approvisionnement. Et vous avez tous entendu parler du fameux CRM, du marché de capacité en Belgique, pour adresser ce point très spécifique. Et au-delà de ces aspects traditionnels de politique énergétique, il y a d'autres dimensions qui sont importantes. Il y a une dimension d'espace. La Belgique, c'est pas une île. L'Europe n'est pas une île. Et donc, il faut prendre en compte ce qui se passe chez les voisins. Alors, c'est très bien d'être interconnecté avec nos voisins. C'est à la fois un avantage. Ça permet d'aller faire récupérer l'électricité chez les voisins s'ils en ont plus par moment et peuvent l'envoyer chez nous. Inversement, la Belgique peut exporter. Mais c'est aussi un inconvénient au sens, on est dépendant de ce qui se passe chez les voisins. Et donc, il est important, quand on fait de la politique énergétique en Belgique, ou quand on est acteur dans l'énergie en Belgique, de regarder ce qui se passe chez les voisins et les impacts que ça a chez nous. Il y a l'aspect temporel. L'aspect temporel est très important parce que le monde de l'énergie, c'est un monde où les investissements prennent du temps. Il faut plusieurs années pour construire des grosses centrales électriques et il faut plusieurs années pour faire changer un système. Et si on regarde d'un point de vue énergie, l'horizon 2030, c'est demain. Et 2050, c'est en gros un cycle ou 2 cycles d'investissement, sachant que les infrastructures énergétiques, elles restent là pour 20, 30, 40, 50 ans, voire plus. Et donc, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas des choses qui se changent en une nuit. Et enfin, les gens, et ça, c'est sans doute un élément le plus important, le titre de l'événement parle du rôle du citoyen. Il faut avoir tout le monde à bord. Aujourd'hui, dans le système énergétique, on a, et c'est encore une fois, j'insiste, ce n'est pas belgo-belge. J'ai habité aux Pays-Bas, en Allemagne, je suis français, donc j'ai vu ça partout, et c'est un enjeu partout, et Engie le voit même en Australie où on a beaucoup de place. Le NIMBY, ne rien construire dans mon jardin, on voit beaucoup de gens qui s'opposent à des éoliennes, à des centrales à gaz, des centrales au charbon, des centrales nucléaires, des lignes haute tension. Et évidemment, dans le respect de tout le monde, il faut voir comment adresser ces éléments-là. Et c'est un vrai enjeu d'avoir tout le monde à bord pour faire avancer le système. Planche suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est concrètement quelques chiffres qui permettent d'avoir une discussion et de voir un petit peu la taille du challenge qui nous attend. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, le plan belge, il est connu, il a été publié maintenant il y a un petit moment, il est en discussion, il va sans doute être revu dans le cadre du Green Deal. En tout cas, ce que l'on regarde dans le plan tel qu'il est aujourd'hui, vous avez le secteur ITS et le secteur non ITS.
Si on combine les deux à l'horizon 2030, les émissions de CO2 en Belgique, elles augmentent légèrement et il y a beaucoup d'efforts à faire après 2030. Il ne vous a pas échappé que dans l'accord du gouvernement fédéral, il y a l'ambition d'aller plus loin avec une ambition à moins 55%, ce qui demandera de revoir ces plans-là. Et évidemment, c'est un pas dans la bonne direction pour accélérer. L'idée, c'est que si on regarde le plan tel qu'il est aujourd'hui, si la Belgique veut, dans la dynamique européenne, arriver à un niveau très faible d'émissions de CO2 en 2050, bah, on ne fait pas beaucoup d'efforts à l'horizon 2030 et il y a beaucoup à faire ensuite. Donc nous, ce que l'on a fait, on a essayé de voir bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer le mouvement d'ici 2030 pour être on track pour arriver à l'ambition 2050. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, si on regarde les émissions de CO2, ça a déjà été mentionné, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Les grands émetteurs de CO2 en Belgique, le secteur électrique, les transports, l'industrie et les bâtiments. Il y a quelques chiffres ici qui sont mentionnés, qui sont tous disponibles dans le PEC. Et donc, on a essayé de regarder pour toutes ces activités, bah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour attaquer les émissions de CO2. Planche suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est là un slide que je partage avec vous, encore une fois, en un temps très, très réduit. Bah, sur différents secteurs, on a essayé de mettre quelques chiffres sur ce qu'il faudrait faire d'ici 2030. Et on a mis aussi, il y a quelques petits euros pour un peu chiffrer. Est-ce qu'on parle de centaines de millions d'euros? Est-ce qu'on parle de milliards d'euros? Et si on regarde, et encore une fois, j'insiste, on n'a pas une boule de cristal, mais c'est vraiment une analyse que l'on a fait et que l'on partage et on reçoit régulièrement du feedback là-dessus et on est très preneurs. Qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur des transports si on veut forcer notre ambition à l'horizon 2030? C'est que d'ici 2030, on doit avoir un véhicule sur 4 qui est propre, qu'il soit électrique, avec de l'hydrogène ou hybride. On parle beaucoup de véhicules électriques, ça veut dire quoi? Il nous faut un déploiement de bornes de recharge. Question compliquée, il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, mais notre analyse nous dit qu'il en faut 40 000. Ça semble important, mais il faut se dire, si on a une voiture sur 4 qui était électrique, bah, il faut bien avoir des bornes de recharge un peu partout dans le pays. Ce n'est pas 300 millions de bornes, ce n'est pas non plus 200 bornes. Sur le résidentiel, il faut rénover 1,3 million de bâtiments résidentiels et 50 000 bâtiments tertiaires. Donc, on a des rénovations énergétiques. Et d'ailleurs, ça ne vous a pas échappé qu'au niveau européen, c'est un élément important de l'ambition européenne de rénover le bâti. Il faut switcher significativement vers des technologies de chauffage plus propres. On peut penser à des chaudières à gaz plus efficaces, hybrides ou des pompes à chaleur. Et donc, 1 million, c'est quand même très significatif en 10 ans. Il n'y a pas besoin d'être très fort en maths. 1 million sur 10 ans, ça fait 100 000 par an. Et donc, il faut s'y mettre dès aujourd'hui. On a regardé un petit peu les réseaux de chauffage urbain. Ce n'est pas quelque chose de très développé en Belgique, mais à différents endroits, il y a à notre sens, du potentiel pour le faire. Pour l'industrie, très important, très gros émetteur de CO2, bah, un développement important de la chaleur renouvelable, avec différents types de chaleur renouvelable, avec, on peut penser à de la biomasse, de l'électricité verte, des gaz verts, et développer des projets d'hydrogène vert, avec quelques premiers pilotes que l'on doit commencer à mettre en place dans les années à venir, avec un déploiement plutôt important d'ici 2050. Sur la partie électricité et gaz, bah, les éléments qui sont bien connus et qui sont assez faciles à identifier, que l'on connaît, développement de l'éolien onshore, offshore et du solaire. Les 4 gigawatts d'offshore, bah, ils sont bien connus, bien identifiés, ils sont même dans l'accord du gouvernement. Les développements onshore, il y a aussi des développements importants à faire. Et là, j'insiste, c'est bien connu, on a des vrais enjeux en Belgique en termes d'espace, en termes de NIMBY. Et le solaire, très clairement, des développements importants à faire à tous les niveaux. Voilà, si vous pouvez passer au slide suivant. Voilà, et donc moi je voulais juste conclure cet échange avec vous et je suis très preneur de vos retours. Hein. On parle beaucoup des ambitions européennes, des ambitions au niveau des pays. À l'évidence, ces ambitions, c'est très bien, il faut commencer par ces ambitions, mais maintenant, collectivement, au niveau politique, au niveau des entreprises, au niveau des citoyens et de, je dirais, toutes les parties prenantes,
il y a un vrai enjeu de passer à l'action, parce que 2030, c'est clairement demain. Le challenge est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire et on va avoir besoin de toutes les forces vives pour se mettre en action. Voilà, et le dernier slide, c'est pour votre info. Si vous voulez savoir plus sur ce que fait Engie, vous trouverez tout ça sur notre site web et je suis très content de répondre à toutes questions que vous auriez sur ces quelques slides. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Boisselot, pour cet exposé très, très intéressant. Et ça me donne l'occasion de vous connaître, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer. Alors, je voulais justement vous demander quelles idées concrètes vous pourriez nous donner en quelques traits, et on peut approfondir plus tard, sur les exigences plus fortes de l'Europe que nous intégrons dans le cadre de notre plan national énergie-climat. Et par rapport à la remarque que vous avez faite, qui est très juste, à savoir, on fait peu d'efforts d'ici à 2030 et on se prendra alors une montagne d'efforts à accomplir après cela. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme conseil concret à nous donner dans le cadre de la décade qui s'ouvre devant nous jusqu'en 2030 pour essayer justement de lisser mieux cet effort? Je dirais qu'en tant qu'économiste, voilà, un des éléments qui m'aide beaucoup et qui aide aussi les entreprises et je pense les politiques, et je sais que Damien Ernst aime beaucoup faire ça aussi, c'est de mettre quelques chiffres sur rentrer dans un niveau de détail important, les ambitions macro de réduction de CO2. Une fois qu'on les ramène à des secteurs, à des régions, à des activités, ça permet de plus préciser l'action. Et aussi, quelque chose qui apparaît malheureusement pas toujours, c'est vraiment du cost-benefit, c'est-à-dire de dire, voilà, pour réduire une tonne de CO2 dans tel secteur, ça peut me coûter 20, dans tel secteur, ça me coûte 40. D'un point de vue économique, encore une fois, en tant qu'économiste, je suis très sensible à ça, mais je pense que pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens, on se rend bien compte que des fois, on réduit du CO2 à un coût très faible, dans d'autres cas, on le réduit à un coût très élevé. Et donc, il est important de voir comment on réduit ce CO2, à quel endroit et à quel coût. Et je dirais, j'aime bien la théorie, ce qu'on appelle les low hanging fruits. Commençons par ce qui est facile. On en a déjà réduit du CO2. Commençons par ce qui est facile et ce qui ne coûte pas cher. Et voyons ensuite les endroits où on va aller pour réduire le CO2. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez M. Jancovici, qui est un spécialiste français, qui se moque souvent des politiques français, et je le fais avec plaisir, en disant quand on met des panneaux solaires en France pour déplacer du nucléaire, ce n'est pas très intelligent parce qu'on ne va pas du tout réduire les émissions de CO2 puisqu'on n'avait pas d'émissions de CO2. Donc, ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas de l'argent du contribuable bien utilisé. En revanche, isoler des maisons, ça, c'est une bonne chose à faire. Et donc, c'est important, je pense, d'avoir ces quelques chiffrages, ces quelques ordres de grandeur et les amener à discussion parce que, comme vous savez, vous avez autant d'opinions que vous avez d'experts, mais en mettant ces quelques chiffres, ça permet quand même d'avoir un débat. Et ensuite, par contre, et c'est là où l'exercice il faut faire attention, c'est de ne pas rentrer dans le syndrome d'analyser, analyser, analyser jusqu'à temps d'avoir un consensus parfait et l'analyse parfaite. On ne veut pas avoir la paralyse de l'analyse et de faire des rapports, et tout le monde a déjà vu énormément de rapports sur le sujet, et on passe 5 ans, 10 ans à étudier et on ne fait rien. Donc, il y a un bon compromis à trouver entre la réflexion et l'action dans ces domaines-là. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, Jean-Jacques veut vous poser une question également. Jean-Jacques, tu as la parole. Oui, en fait, il y a deux thèmes qui m'intéressent à propos de Engie. On sait que Engie est quand même en Belgique, encore aujourd'hui, malgré l'ensemble de la meute des petits distributeurs, producteurs qui mangent un petit peu les flancs, c'est quand même notre principal partenaire. Et je trouve que parfois, il devrait mieux profiter de son côté d'être le grand frère. Par exemple, je trouve que beaucoup de gens restent fidèles à Engie plus par tradition ou par paresse qu'autre chose, mais pour conforter votre avantage, je trouve que vous devriez être plus
proactif. Je m'explique. Dans énormément de maisons, et particulièrement en Wallonie, on a un logement qui est le plus souvent ancien, mal conçu, mal protégé sur le plan énergétique. Et dès lors, pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas vous-même l'initiative, presque client par client, de faire des études, de faire du préfinancement de l'amélioration de la situation sur le plan énergétique, et finalement, les clients en auraient l'avantage et resteraient donc d'autant plus fidèles chez vous. Je crois que c'est un premier volet. Le deuxième volet, et je crois qu'il faut aussi balayer devant la porte des politiques, si j'ose dire, c'est que les politiques, en fait, quand on compare la Flandre et la Wallonie, on paie en Wallonie notre énergie beaucoup plus chère, que ce soit l'électricité et le gaz, parce que aussi ça fait en sorte que les dividendes de la distribution aident financièrement à l'équilibre des communes en Wallonie. Je sais que c'est un peu tabou de parler de ça, mais il y a eu récemment des articles à ce point de vue-là, et donc je trouve qu'on ne doit pas éviter ce débat. Voilà. Je suis bien d'accord. Il n'y a pas de question tabou. Alors, je peux vous répondre sur le premier point. Sur le deuxième, je dirais que en tant qu'éditeur, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus sur les aspects transport, distribution et taxes. Ce sont des éléments qui sont dans la facture et qui sont totalement hors de notre contrôle. Sur le premier élément, très clairement, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, sur l'efficacité énergétique en général, et c'est un vrai enjeu. Si on regarde l'isolation des maisons, ça parle à tout le monde. On voit très concrètement, on parle souvent de passoire énergétique, et la Belgique fait partie de ces pays où on a un bâti qui est quand même très ancien, qui est pas très rénové. Et en fait, encore une fois, je reprends ma casquette d'économiste. Un des soucis, quand vous faites une analyse d'une maison moyenne, que vous dites, voilà, en isolant cette maison, j'améliore fortement la performance énergétique, je peux réduire, je dis quelque chose, par 2 la consommation d'énergie. Admettons, encore une fois, c'est là que c'est intéressant de regarder les blocs un par un. Si je commence par les choses les moins chères, isoler le toit, on sait que c'est un élément qui ne coûte pas très cher, avec un bon retour sur investissement. Si vous avez une très mauvaise chaudière, une très vieille chaudière qui a 30 ans et que vous passez à une chaudière moderne, encore une fois, vous allez très rapidement avoir un retour sur investissement. Mais dès que vous passez à l'étape supplémentaire de rénovation un peu plus profonde, d'isolation d'une maison, là, on se rend compte que l'investissement est important et que le retour sur investissement, il s'allonge. On est sur des durées de 10, 15, 20, 30 ans, voire plus. Et là, pour le citoyen moyen, pour l'entreprise moyenne, et les énergéticiens ont quand même cette réflexion à long terme, mais restent quand même des entreprises qui regardent des horizons plus courts. Et je vais me permettre pour le politique moyen, les horizons de 20-30 ans, ce n'est pas facile de se projeter. Ce n'est pas facile de miser, d'investir aujourd'hui 10 000 euros, 20 000 euros. Des fois, on peut arriver à des montants bien plus élevés pour un particulier, pour des entreprises, c'est encore plus significatif. Et de se dire, j'ai un retour sur investissement sur 20 ans. Et si vous regardez un petit peu, quel que soit l'âge des gens, qu'ils aient 20 ans, qu'ils aient 40 ans, qu'ils aient 60 ans, se projeter à 20 ans, c'est pas évident. Et donc, pour la décision d'investir, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il y a un retour investissement sur 20 ans, il y a beaucoup d'incertitudes et les gens vont plutôt, et c'est tout à fait logique, regarder des investissements qui ont des retours sur investissement plus courts, de 4-5 ans, de 7-8 ans. Et on peut évidemment, et on le fait, on le propose à des clients, je pense à l'isolation, mais c'est quelque chose comme on a beaucoup de mal parce que les gens ont du mal à se projeter là-dessus. Alors, on peut l'offrir en tant qu'entreprise, mais fidéliser un client sur 20 ans, c'est quelque chose aujourd'hui compliqué, même avec la meilleure volonté du monde, même en ayant un petit calcul qui tient vraiment la route. Ce sont des durées. Je vous parlais, je vous rappelais de ma planche avec ce graphique de le temps. Il y a le temps, l'espace, les gens. La dimension temporelle est quelque chose de pas évident. Et dès qu'on dépasse 10 ans, pour beaucoup, c'est difficile de se projeter. C'est juste.
Eh bien, Monsieur Boisselot, je vous remercie. Nous sommes pratiquement dans les temps puisqu'il est 11h33 et que nous avions déterminé de terminer notre matinée à ce moment-ci. Est-ce que c'est exact, Xavier? Tout à fait. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Il y a plus de mains levées. Il y avait des questions donc sur Zoom, mais des questions auxquelles on a déjà répondu, notamment pour Ingrid a déjà répondu. Fernand, est-ce qu'il n'y a plus de questions sur Facebook? Fernand, ton micro n'est pas ouvert. Oui, voilà. oui, il est ouvert. On avait des questions qui étaient arrivées via Facebook. Certaines d'entre elles ont trouvé réponse. On avait des questions d'Alison qui s'adressaient aux premiers intervenants. Donc pour le premier graphe qu'on a vu sur la consommation brute des énergies en Belgique, quelle était l'année exacte? Et ensuite, quelles étaient les hypothèses sur lesquelles se basait le graphique qui présente l'évolution des énergies renouvelables. Donc ça, c'était une première série de questions. Et alors, on avait une question aussi de Mariem. Je ne sais pas si elle a trouvé réponse. Comment peut-on protéger notre environnement si le recyclage des matériaux est un souci? Quelles sont les solutions proposées d'ici 2030 pour garantir à la génération future un environnement peu pollué? Qui se charge de répondre à ces questions? Je crois que les questions sur les graphes concernent nos premiers orateurs, soit Domenico, soit Georges. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je me posais juste la question si c'était donc le premier graphique que nous avons montré, Georges et moi, ce n'était pas pour la Belgique, hein, c'était la consommation d'énergie pour l'Union européenne. Donc, c'était les derniers chiffres qui ont été publiés par l'Eurostat, l'Office des statistiques européens 2020, qui prend les derniers chiffres disponibles, donc c'est 2018-2019. Mais ce n'était pas pour la Belgique, hein, c'était les chiffres pour l'Union européenne. Oui, je voudrais rebondir là-dessus. Il faudrait consulter régulièrement le site electricitymap.org qui donne pour chaque pays européen, toutes les demi-heures, la situation énergétique, consommation de mégawattheures, provenance d'une des trois sources primaires que j'ai mentionnées, coût du mégawattheure et importation ou exportation. C'est un site réalisé par tous les transporteurs d'électricité, donc pas par exemple Elia en Belgique et l'équivalent dans les 26 autres pays européens. C'est un site que je vous recommande vraiment de consulter. electricitymap.org. C'est gratuit et c'est extrêmement fiable et bien à consulter. Est-ce que Fernand veut bien envoyer ce lien sur le chat? Oui, alors est-ce qu'on peut me le remettre dans le fil de la discussion ici et je l'envoie du coup directement dans le chat Facebook, si vous voulez bien. Alors, d'autres questions? La question de Mariem au sujet précisément de la protection de l'environnement. Là, je pourrais éventuellement rebondir sur ce qu'on a déjà discuté. Nous avons une carte majeure à jouer qui est la recherche belge et européenne, en particulier ce qu'on appelle le urban mining, les mines urbaines, donc récupérer dans les poubelles, pour parler platement, les innombrables matières premières, métaux précieux et terres rares qui sont jetés avec tous les produits électroniques. C'est une mine d'or au sens propre pour nos industriels et nos recherches nationales et européennes. Alors, Georges, je compléterai en disant que on ne l'a pas abordé, mais c'est un pan important et je réponds à Mariem en continuité de ce que tu viens de dire. Il y a aussi l'économie circulaire. Donc, le fait de réfléchir dès le départ à la conception de tous les matériaux et biens de consommation que nous utilisons au quotidien, du plus petit au plus grand, et donc aussi dans des infrastructures telles que les éoliennes ou les panneaux solaires, par exemple, à la manière dont cette conception est configurée pour pouvoir ensuite les utiliser le plus longtemps possible
en préconisant le remplacement de pièces détachées que l'on fabrique déjà au moment de la conception du produit dans l'optique précisément d'en allonger la durée de vie. Et ça, c'est pour lutter contre l'obsolescence programmée, pour faire bref, c'est-à-dire l'idée que des constructeurs auraient configuré des biens de consommation de telle manière que ceux-ci ne durent pas trop longtemps afin de pouvoir en vendre de nouveau plus rapidement, et donc projeter ce qu'ils conçoivent le plus rapidement possible dans l'état de déchet. Et cette économie circulaire est aussi à la base de ce que dit Georges, les mines urbaines, donc de la réutilisation de tout ce que l'on trouve dans les déchets. Mais avant ça, il faut essayer de faire en sorte que les biens de consommation durent le plus longtemps possible, avec la meilleure efficacité, bien entendu, pour devenir un déchet le plus tard possible et que les pièces qui les composent puissent être réutilisées séparément de la façon la plus optimale pour pouvoir être réintroduits dans une chaîne de production ou de construction avec facilité. Et ça, je crois que, en tout cas, j'avais fait faire des études sur cette matière et je m'étais rendu compte que cela pouvait générer à l'horizon 2030 pas mal d'emplois, je dirais plus de 100 000 emplois nets et certainement une augmentation de PIB très importante, donc du produit intérieur brut, de la plus-value économique très importante qui avait été calculée dans les études, et ça il faut toujours être prudent évidemment, à 1 milliard d'euros. Minimum. Bien plus, mais c'était le minimum. Oui, tout à fait d'accord. Si je peux rajouter une petite chose, c'est le droit de réparation auquel l'Union européenne est en train de réfléchir dans le cadre du pacte vert. C'est extrêmement intéressant, introduire un droit de réparation. Nous avons tenté de l'introduire sous la précédente législature, mais il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier et donc l'Europe va nous aider en ce sens. Très bien, bravo. Alors, Xavier. Et je ne vois qu'il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir clôturer. Marie-Christine, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, merci Xavier. Donc, tout d'abord, je voudrais mettre à l'honneur Fernand, parce que c'est de lui que l'ensemble de l'activité part, l'idée et la configuration de la petite vidéo que nous avons vue d'entrée de jeu, ainsi que la prise de parole et la manière dont il les a orchestrées, la prise de parole de nos animateurs, ce qui montre que dans notre mouvement, qui est petit, il y a de nombreux talents. Mais ce n'est pas seulement Fernand qui est à l'origine, c'est aussi Xavier et Domenico, donc mon président du Parlement des animateurs et mon secrétaire politique. Et tous trois, ils ont été, avec Anne-Marie, notre secrétaire, les chevilles ouvrières de cette première, qui, pour l'instant, n'a pas rassemblé les foules que nous attendions, mais ce qui est petit deviendra grand, et les petits ruisseaux font de grandes rivières. Il faut donc continuer. C'était une matinée très, très intéressante, je peux vous le dire, puisque j'ai quand même travaillé un peu ces matières, juste un peu, c'est de l'humour, pendant 6 ans. Et tout ce que j'ai entendu ici est vraiment up-to-date, pointu, et peut informer de façon très intéressante tous ceux qui ont participé à notre conversation d'aujourd'hui et qui peut-être en redemanderont. N'hésitez donc pas à poser d'autres questions par mail à nos orateurs ainsi qu'à nos membres. Alors, on refera une expérience de cet ordre-là très bientôt parce que l'actualité nous prouve tous les jours que nous ne sommes pas encore sortis de la première vague. Je fais référence au slide que M. Boisselot a montré tout à l'heure, que je trouvais très intéressant. La première vague, le corona, la deuxième vague, la récession, et la troisième vague, la lutte contre le changement climatique. Donc, c'est vrai que la dernière vague est cachée par les deux précédentes qui sont plus urgentes et dans le guidon desquelles notre tête se trouve. Nous sommes très concentrés pour lutter contre le virus et pour lutter aussi contre l'abattement de la population et l'isolement de celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de façon militante de faire cette matinée de réflexion, ce que nous faisons habituellement en présentiel, mais comme nous ne pouvons pas le faire en présentiel, nous avons décidé d'innover et de choisir le moyen
de la visioconférence pour pouvoir quand même nous retrouver. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est au-delà de la matière et du contenu, il y a évidemment les préoccupations humaines qui sont celles du lien social, du fait de voir des gens, du fait de pouvoir converser avec eux, de savoir ce qu'ils pensent, de réagir à ce qu'ils pensent et de construire tous ensemble sur le sujet qui est peut-être un peu plus lointain dans nos esprits aujourd'hui puisque nous sommes fort centrés sur la lutte contre le corona et ensuite la récession économique qui nous pend au nez, que nous vivons déjà au plus fort pour certains d'entre nous et qui va seulement s'étendre dans les mois et malheureusement les 2 années à venir. Donc nous serons très très déterminés pour faire en sorte de renouer avec un développement économique après le temps de cette crise, mais nous ne devons pas oublier nos objectifs fondamentaux qui sont des objectifs mondiaux et européens dans lesquels nous sommes engagés corps et âme et qui visent à rendre notre planète environnementalement, je vais y arriver, viable pour nous et pour les générations futures. Merci en tout cas de votre engagement à tous. Merci de tout votre savoir, votre savoir-faire. Nous avons essayé de faire connaître, donc de faire savoir ce que vous saviez et d'échanger là-dessus. Nous réitérerons avec un autre sujet prochainement. Je vous souhaite à tous une excellente fin de matinée, un excellent apéro si vous en prenez un et un bon week-end. Je vais maintenant clôturer notre session publique et retrouver les animateurs en session privée pour un petit débat et pour l'élaboration d'une motion qui traduira nos accents et nos travaux de ce jour. Merci à tous, je vous embrasse. Merci Madame Marguem, à bientôt, au revoir, bonne continuation à tous. Merci.